effectivement, je viens plutôt de la philosophie et j'étais un petit peu chagrinée par la philosophie analytique. On coupe les cheveux en 4, en 12, en 22 et puis on se déconnecte. De même que l'économie peut aussi se déconnecter et c'est un peu le même parallèle. Et donc ma thèse portait sur la précarité, la justice sociale, les modes de lutte contre le chômage et la pauvreté en France. Donc à l'époque, il y a 15 ans, il y avait encore 4 millions de pauvres en France, dont 1 million d'enfants, 2 millions de working poor. Donc malgré le fait qu'ils travaillent, ce pas des paresseux qui dorment encore dans leur voiture, il n'y a pas un problème de mal logement encore d'actualité. Et de fait, 15 ans après, à une demande d'édition, je me suis réintéressée cette fois-ci au revenu de base inconditionnel, qui revenait, qu'on avait complètement oublié en France à partir des années, on va dire 2000, on n'en parlait plus. Ça a été beaucoup dans le débat d'idées, débat philosophique, débat des universitaires dans les années 1990, en Belgique notamment, avec un philosophe belge, Philippe Van Parijs, on parlait beaucoup de ça, mais aussi en France, avec des gens comme Jean-Marc Ferry, Yolande Bresson. C'est cette idée de donner à chacun une rente universelle, un revenu inconditionnel, quel que soit le montant que vous pouvez gagner par ailleurs, quelle que soit votre nationalité, votre condition sociale, économique. Et c'était l'idée que ce revenu pourrait permettre de sortir des problèmes de pauvreté, de stigmatisation des personnes pauvres qui avaient du mal à remplir des dossiers pour accéder. Donc, voilà. Et puis le chômage, c'est-à-dire avec un argument qu'il n'y aurait pas assez de travail pour tout le monde. Et donc on devait sortir de cette conception d'un travail conçu comme un instrument de torture, tribalium. Et puis un autre argument important, c'était de dire on va aller vers une société de pleine activité, où les gens pourront développer leur créativité, etc. Donc c'était des arguments très importants dans les années 90. Et puis finalement, suite à de nombreux rapports, études, etc., les politiques en France ont plutôt choisi, avec le rapport Bélanger à l'époque, de choisir le revenu de solidarité active, le RSA, qui a remplacé finalement après le RMI. Donc ça a été d'abord le RMI, et puis le RSA ensuite. Et puis 15 ans après, le débat revient. Donc mes réflexions revenaient à ce moment-là, de se demander est-ce qu'il y a ou pas des arguments nouveaux, sachant qu'au milieu, et c'est un petit peu ce qui manque dans les débats, on a oublié la transition et la crise écologique. Et du coup, je me suis intéressée au revenu de base inconditionnel, parmi d'autres, mais pas dans une approche militante, dans une approche de chercheuse. Et j'ai relu donc un peu la littérature nouvelle qui s'était faite. On a eu la campagne de 2017 en France. En Suisse, il y a eu aussi des votations en 2016 qui ont remis cette idée au goût du jour. Et puis avec la pandémie aujourd'hui, on voit que les débats reviennent effectivement sur l'idée d'un revenu minimum ou d'une dotation inconditionnelle. Alors, on s'éloigne de la conception pure des années 90, qui était vraiment le modèle idéal, revendiqué sur cette idée d'un commun, d'appartenance du sol des ressources naturelles en fait aux citoyens, au peuple. Mais le petit problème, c'est que dans le modèle idéal de départ, c'est le pétrole, notamment l'Alaska, l'extraction du pétrole qui justifie l'idée d'une rente. Donc, à toutes les personnes. Donc, en fait, dans le revenu de base inconditionnel tel qu'il est porté encore dans les arguments aujourd'hui, on reste encore dans un revenu monétaire individuel. Donc exclusivement dans une économie marchande, où on pense qu'en donnant, en fait, que ce soit 500 €, 1 000 €, 2 000 € à chaque personne, du trader à l'agriculteur, à l'artiste, au peintre ou au fermier, ça va changer tout. Et donc ça permettra à la fois de lutter contre le chômage, de résoudre les problèmes de pauvreté, que d'un coup les gens vont se libérer une activité, devenir écolo, moins consommer. Voilà, la solution miracle, sans accompagnement, uniquement par une monnaie financée par la croissance, dans un cadre néolibéral où on veut surtout relancer la consommation et la production. Et donc, c'est là où, personnellement, je mets un signal d'alarme en mettant attention, c'est un outil. Un marteau est un bon outil, mais il peut détruire aussi. Donc, faisons attention à tous les outils qu'on emploie et prenons en compte le contexte. On ne peut pas revendiquer Thomas Paine il y a 3 siècles de la même manière qu'aujourd'hui, sans prendre en compte les contextes des ressources naturelles. Et aujourd'hui, le contexte, c'est 10 ans. Donc, ce que je trouve un peu dommage, c'est que les politiques oublient. Ils nous ressortent cet argument en essayant de dire, peu importe, il faut que ça soit dans le débat d'idées, la Constitution, comme un vieil idéal identitaire.
qu'on ressort en temps de crise. Et là, je trouve ça un peu dangereux et irresponsable quand on ne prend pas en compte le contexte dans lequel on est. Donc moi, bien sûr, à titre personnel, je suis la première à être ravie de bénéficier d'une rente que je pourrais redonner, aucun problème. Mais dans le contexte où on sait que 80% des énergies fossiles doivent rester sous le sol, quand on sait qu'on risque des famines, quand on sait qu'il faudrait 20 à 30% de la population active impliquée dans l'agriculture, qu'on a besoin de revoir le travail, c'est pas voilà, un travail, mais un travail choisi, un travail qui fasse sens, et pas uniquement dans l'agriculture, dans l'urbanisme, dans l'aménagement du territoire, dans l'architecture, dans le choix des matériaux, dans le journalisme. On a besoin de revoir tous nos métiers, toute notre société, non pas pour nous culpabiliser, nous dire qu'on est méchant, qu'il faut arrêter de manger de la viande et de nous enfermer chez nous à plus voyager. C'est pas ça l'idée. C'est comment est-ce qu'on repense toute notre société sous le prisme de ces contraintes écologiques et sociales qui vont avec. Et comment on réinvente nos métiers. Et puis ensuite, comment on revisite notre propre spiritualité dans un sens élargi, qui fasse sens de connexion, d'inspiration. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Si on a envie de voir du religieux, on y voit. Le sens d'être inspiré et de se relier. Voilà. Alors, du coup, dans mes travaux, je défends plutôt l'idée, qui n'a rien à voir, de partir d'une éthique que j'appelle écocentrée. On part du fait que la Terre, elle ne nous doit rien. Nous, peut-être qu'on lui doit un petit peu. Et qu'au lieu, comme c'est le cas dans une idéologie un peu libertaire, de dire qu'on a le droit à la terre, à une ressource, de l'utiliser. On voit ça dans l'écoféminisme, comme si c'était un droit et qu'on doit en tirer quelque chose, de dire non. On est dans une approche de réciprocité, dans un sens polanien, si on va parler un peu de socio-économie, dans un sens d'équité, de réciprocité. Et la terre, on ne peut pas lui demander plus que ce qu'elle peut supporter. Et ça n'a rien à voir avec une moralité culpabilisante, c'est juste du bon sens. On le savait au Moyen-Âge, je veux dire, avec la jachère. Donc, comment est-ce qu'on arrive à prendre en compte des pratiques, des modes de consommation économique? Il ne s'agit pas de revenir dans l'âge des cavernes, c'est pas ça l'idée. C'est comment est-ce qu'on maintient un certain confort, mais quelles conditions? Il faut se montrer raisonnable. On sort de l'hubris, quoi. Donc, raisonnablement parlant, qu'est-ce que ça signifie? Et comment on peut faire des concessions, des arbitrages, mais en suscitant notre imagination, notre créativité. Donc, ça nous oblige à sortir du zone de confort, à sortir d'une lecture, quand je pars en théorie uniquement marxisante, alors tout le monde me tombe dessus si je veux dire ça, j'assume, mais il est temps d'inventer aussi de nouveaux imaginaires, non pas que Marx soit contre Marx, pas du tout, mais Marx était hegelien, Marx a eu ce côté-là, et qu'on revienne sur ce côté, pas pour revenir à Hegel, mais une troisième voie, entre le tout État et des injonctions qui viennent top-down, et le tout libéral, tout marché, où les entreprises vont nous sortir de la crise par la technologie, l'investissement, sans créer d'emploi forcément, est-ce qu'on n'a pas une troisième voie qui nous permette de dire que l'individu est autant influencé par la société qu'il influence. Et cette troisième voie, alors ça tombe bien, moi j'invente rien, c'est qu'elle existe. C'est le 19e, c'est des gens comme Owen, Fourier, cette idée de mouvement du 19e, hyper féministe d'ailleurs à l'époque, qui faisait l'accès des organisations une personne, une voix, les femmes comme les hommes, la lucrativité, certes, la recherche du profit, mais limitée, écart salariaux réduit, une société de capitaux, mais des capitaux communs. Donc on est dans cette lignée d'Ostrom, on est avant ce phénomène des enclosures, et de dire est-ce qu'il n'y aurait pas des espaces, Fab Lab, des forêts, des gens. Et là, je pense aussi à toutes les femmes, les sorcières massacrées depuis des décennies, les vagabonds, les tziganes, qui pouvaient encore vivre de cette terre qui appartient à tous, sans qu'on la pollue, sans qu'on extrait trop, mais qui pouvaient avoir chacun leur potager, etc. Donc cette troisième voie, elle existe, et c'est exactement celle dans laquelle j'essaie d'inscrire la filiation théorique et les pratiques que je fais dans mes recherches pour répondre à la question, avec un revenu de transition écologique qui part donc de cette éthique écocentrée, la terre est limitée, on doit protéger les arbres et les forêts, mais pas qu'en soi, parce qu'on est des êtres humains et que sans ça, d'ici la fin du siècle, on sera à plus de 3-4 degrés et on va pas survivre. On sort du tunnel de variation auquel on est habitué depuis des millions d'années. Et on sait qu'au-delà de 2 degrés, on n'est pas sûr que le vivant puisse s'adapter, même s'il se rapproche après du centre, mais c'est dans l'histoire de nos gènes. On sait que ça va être compliqué, plus de parasites, plus d'insectes, plus des ravageurs, etc. Donc partant de ce principe d'une éthique écocentrée mais sociale, prenant en compte la filiation de l'économie sociale et solidaire, du care,
du courant personnaliste. Je me resitue dans cette filiation coopérativiste, certes idéal utopiste, mais à revoir, bien sûr, en prenant en compte des modes de gouvernance, des nouvelles pratiques de gouvernance. Et donc, je propose un revenu de transition écologique qui est de dire, plutôt que de mettre en péril le système de protection sociale, de tout bousiller, de dire on recommence de zéro, et d'être interprété dans une logique Friedman, ultralibérale, qui n'attend que ça pour réduire encore des coûts. Dans des hôpitaux où on sait que c'est à cause de manque de capital public qu'on n'a pas de masque, pas de test, on a un peu péché par réduction des coûts. Donc ne touchons pas la protection sociale, gardons les acquis sociaux, mais partons de l'hypothèse qu'on ne manque pas de travail, on manque d'emplois rémunérés, et soutenons celles et ceux qui font déjà. Si on n'a plus que 10 ans. Donc le revenu de transition écologique, c'est dire en plus, et pas pour remplacer le système des protections sociales, soutenons celles et ceux qui portent déjà ces nouvelles activités avec un revenu monétaire, mais pas seulement. Ça peut être des terres des agriculteurs, ça peut être une usine, ça peut être du matériel, ça peut être, enfin, en tout cas un soutien matériel. Deuxièmement, un accompagnement. C'est pas juste prends tes sous, on les verse sur ton compte et on ne veut plus te voir. Et on supprime les assistances sociales par la même occasion. Non, c'est un accompagnement adapté, qui part des compétences des personnes, qui suscite leur imagination. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment? Sur quelles compétences? Qui suscite cette envie, dont on n'a jamais autant parlé, période de Covid, de révéler des imaginaires, de révéler des potentialités et de les accompagner. Parce qu'on va vous dire, moi je voudrais bien faire l'agroécologie, mais je fais comment? Donc on a besoin d'accompagnement. Et l'accompagnement comprend une formation. Ça peut être se former 6 mois, avoir le droit de partir quelque part. Voilà. Et puis troisième caractéristique, c'est la mise en réseau. On n'est pas tout seul. On ne va pas s'en sortir tout seul. Donc dans cet idéal coopérativiste, c'est comment on met les personnes en réseau, ensemble, pour ne pas réinventer la roue une 50e fois, mais faire un diagnostic territorial, ce qui répond à la question de la géographie. La bonne échelle, elle est locale. Elle est locale. Donc, une des réponses de mise en œuvre de tout ça, c'est par exemple de créer des coopératives de transition. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous trouvez des outils comme, en France, on a les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui permettent au sein d'une coopérative de regrouper justement différents partenaires, associations, collectivités publiques, mairies, fondations, entreprises locales qui voudraient elles-mêmes revoir leurs propres critères. Donc, c'est une vision, si vous voulez, inclusive. Je disais, c'est pas entre le tout marché et le tout État, on est dans une vision ensemble, dont la bonne échelle est le local, avec comme point de départ une cartographie des ressources. On part de quelles sont les ressources du territoire dont on dispose, bien sûr, et puis quelles sont les actrices et les acteurs qui font déjà. Alors du coup, bon, ça c'est la théorie, et puis concrètement, on vient de mettre ça en œuvre. Alors quand je dis on, c'est que j'ai moi-même créé il y a 3 ans une fondation qui s'appelle la fondation Zoein, qui veut dire vivre en grec, et que mon lien avec les Grecs est resté. Et pour cette idée de dire comment est-ce qu'on peut repenser, enfin, essayer de participer modestement, mais dans la mise en œuvre d'un soutien, d'une valorisation de ce genre d'initiative, éco-centrée, on va dire, et humaine. Et donc, avec la fondation Zoein, qui est suisse d'utilité publique, on a ensuite créé l'association l'année dernière Zoein en France, qui centralise sur les expérimentations de revenus de transition écologique en France. Et 4 territoires sont aujourd'hui en expérimentation. 3, alors Grande-Sainte dans le nord de la France, un partenariat avec Damien Carême. Damien Carême, donc maire de Grande-Sainte, qui a porté plainte contre l'État pour inaction climatique et qui s'est énormément engagé dans la lutte pour les réfugiés. Et qui, du coup, partage ses hypothèses sur un territoire, on est dans la diagonale du vide, de nord au sud de la France, on est dans cette idée, le revenu médian est moins de 9 400 € par an. Donc 50% des personnes ont moins de 9 400 € par an. Un taux de chômage de 30%, quasiment 40% pour les moins de 29 ans dans la région d'Arles, ancien bassin désindustrialisé, donc gros problème de précarité. Et pas seulement. Donc, dans cette région, par exemple, Damien Carême a décidé de mettre en œuvre un revenu minimum social garanti, qui n'est pas un minimum social garanti, qui n'est pas un revenu de base inconditionnel, qui est un revenu complémentaire ciblé pour les personnes qui seraient sous le seuil de pauvreté, et elles sont encore 30%. Et parallèlement, quand on s'est rencontré l'an dernier, il a vu justement dans le revenu de transition écologique, dans ce dispositif, qui n'est qu'un outil parmi d'autres, je le dis, c'est pas la solution miracle, c'est un outil, au service des politiques publiques pour accélérer la transition sur les territoires. Il a vu dans cet outil
le moyen de lutter contre le chômage et de valoriser des activités qui jusqu'ici échappent justement au marché, en fait, quelque part, et comment les rendre compatibles avec l'emploi, permettant d'avoir une véritable protection sociale pour les travailleuses, les travailleurs, et avoir un emploi. Parce que qu'on le veuille ou non, l'emploi reste un facteur d'intégration sociale et un facteur de se sentir utile. On le voit avec le confinement, au-delà des raisons économiques évidentes, bien sûr, qui méritent un soutien, passer toute notre vie... Vous voyez, c'est compliqué pour tout le monde. Donc cette idée du sens, du développement, elle passe, qu'on le veuille ou non encore, par la reconnaissance d'un emploi au sein de la société. Donc première expérimentation, c'est en cours avec Damien Carême. Les premiers RTE viennent d'être versés en juillet. On a un ancien informaticien qui se lance dans une entreprise de réparation de vélos, qui a pu bénéficier d'un fonds de départ pour monter son entreprise en lien avec tous les porteuses et porteurs de projets dans la transition sur le territoire. Donc, il bénéficie d'un accompagnement, d'une aide, d'une mise en réseau, et pas tout seul. Il y en a d'autres comme ça, puis une vingtaine d'ici la fin de l'année. Et sans rentrer dans les détails, mais vous avez également dans l'Aude, le département de l'Aude, nous avons aussi signé une convention. Et la première CTE, coopérative de transition écologique, devrait apparaître, je pense, en novembre. Un département extrêmement actif avec un pôle de coopération territoriale économique, cette fois, qui a été aussi moteur. Je pense à Joëlle Chalevoux, dans l'Aude, qui a été aussi très active. Et cette association de préfiguration dans laquelle on a déjà tous les profils de postes. Donc, vous voyez que selon le territoire, le diagnostic n'est pas le même en fonction du design de départ. Et les réponses, les demandes viennent, quand je fais une conférence, je fais des ateliers derrière. Je propose juste un patron comme en couture. Mais après, c'est à chacun de son patchwork de se l'approprier pour voir, si c'est cohérent. On pourrait dire non, on n'a pas besoin, c'est comme ça. Et deux, oui, mais à quelles conditions? Qui fait quoi chez nous? Qu'est-ce qu'on voudrait voir? Quels sont nos besoins? Et dans l'Aude, les premières RTE, il y a eu un premier soutien de la Fondation de France aussi, parce qu'à chaque fois, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis quand même chercheur. Donc, on fait partir, j'ai rien à vendre, j'ai rien. Ce qui m'intéresse, c'est les retours en bien et en mal. Il n'y a pas de mauvais résultats pour la recherche, il n'y a que des interprétations. Donc, des recherches-actions à chaque fois qui permettent d'accompagner le suivi, de faire des liens sur les critères, parce qu'un revenu conditionné, on va vous dire, mais alors quels critères? Comment on fait? On va chercher des mesures et une évaluation. Et ça, c'est fondamental. Non pas pour tomber dans cette folie des chiffres à tout prix, mais pour montrer, enfin mesurer des externalités positives. On entend parler, mais on ne le sait jamais. Et montrer aux collectivités, plutôt que de payer, de débourser de l'argent pour du chômage, et on le voit aujourd'hui avec les contrats aidés, comment va faire le gouvernement? Il n'y a plus de contrats aidés. Comment on va faire avec le Covid qui arrive? Est-ce que ça ne serait pas, compte tenu de l'enveloppe globale qui va être allouée, compte tenu des 4 milliards déjà alloués pour l'industrie aéronautique, est-ce qu'on n'aurait pas quelques petits millions pour des contrats fléchés écologie et sociale qui ne vont pas disparaître comme l'ont été les contrats aidés il y a quelques années, c'est une catastrophe, mais pour des emplois, c'est un investissement qui va rendre pérenne une activité. Mais les gens ont besoin d'un peu de temps pour ça. Voilà, donc on est dans cette logique-là, et dans l'autre, il y a déjà des postes fléchés en agroforesterie et en maraîchage. Ils ont énormément d'activités possibles, et dès que les premiers versements seront faits dans cette coopérative, les postes seront plutôt fléchés de ce côté-là. Et puis, il y a aussi la construction, et la nouveauté, c'est qu'ils forment des formateurs. C'est-à-dire qu'on va former, dans les critères, le rôle d'essaimage est extrêmement important. Ce n'est pas juste former un coup. Bien sûr, chacun pourrait faire ce qu'il veut. Vous voyez qu'on est loin d'une conception où on ne développe que la liberté individuelle, mais il y a un lien, une interaction entre l'individu et la communauté d'appartenance. Et il y a un appui, d'où l'appui des collectivités pour accompagner ces libertés individuelles. Et donc, la formation des formateurs est extrêmement importante, et la construction. Et un autre territoire, c'est Terra. Donc en Haute-et-Garonne, on est sur la construction des matériaux et sur la formation pour comment arriver à monter des petites maisons autonomes, notamment en joignant différents villages entre eux. Et puis la réhabilitation des marchés, du lien entre les populations locales et des zones qui sont complètement désertifiées. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Donc comment ils sont passés de 400 habitants maintenant à 2000? Comment susciter des vocations à l'heure où on sait que la moitié de la population en France serait favorable à retourner dans le vivant, du végétal. Voilà les questions qui se posent. Et un métier, introduire le végétal dans la ville, ça, c'est un nouveau métier. Donc, comment rendre le vivant en ville plus accessible, et en moment, comment empaysaner, je ne sais pas si le terme se dit, mais comment rendre attractives aussi les villes et villages en créant des îlots de résilience. Donc, en conclusion,
si je devais présenter ce modèle-là, je dirais que c'est un outil pour les politiques publiques au service de la transition écologique, dont le bon échelon est le local pour ensuite essaimer. Et puis une précision, c'est que ces territoires sont en communication, échangent, réseautent, mutualisent des bonnes pratiques, donc il n'y a pas de compétition.